Nos campus sont des lieux où mener les batailles pour les étudiantes et les étudiants, pour l'égalité femmes-hommes, le progrès scientifique, la démocratie ou encore la solidarité internationale. Nous avons rencontré étudiantes, chercheurs ou élus pour comprendre comment nos universités sont au cœur des enjeux sociétaux. Avec le Covid, etc., notamment les étudiants et le fait que, avec la crise du Covid, etc., et vu que le marché de l'emploi, c'est pas trop ça, du coup, tu te retrouves avec plein de jeunes dans une situation précaire. Abika, étudiante en sciences politiques et conseillère municipale à Montreuil. Parce que surtout que c'était des étudiants qui étaient salariés à la base et aussi dans des contrats plutôt précaires. Du coup, les entreprises, elles ont aussi eu des facilités pour se défaire de ces étudiants-là, quoi. Elle a pu arrêter les contrats, etc. Et aussi, tu as aussi plein de jeunes qui, à la base, travaillent pendant les vacances, mais avec la crise du Covid et le fait qu'il n'y aura pas trop de tourisme étranger pendant les vacances, ils se retrouvent sans taf, quoi. Du coup, ça rejoint le salaire étudiant, qui du coup, c'est aussi une manière de lutter contre ça, parce que là encore, on est à la sortie de la crise du Covid, etc. Bon, on en est encore à compter un peu, tu sais, les morts et tout, c'est horrible, mais genre, je pense, dans 2 mois, notamment en Seine-Saint-Denis, tu vois, c'est une problématique qui nous touche énormément. Écologie, féminisme, antiracisme et lutte sociale. Un truc tu sais, t'as un truc qui est contradictoire. Genre, tu vois, au niveau du social, t'auras forcément une dégradation des conditions de vie si les gens continuent, s'il n'y a pas de mobilisation, etc. Mais d'un autre côté, à la sortie du Covid, t'as eu une mobilisation contre le racisme, etc. Où pour le coup, tu vois vraiment que t'as une jeunesse qui veut se mobiliser et qui veut aussi changer certaines choses dans la société. Donc, et aussi, tu sais, 1 an avant aussi, tu as eu des mobilisations sur le féminisme et sur l'écologie. Les 3 questions antiracisme, même tu sais, sur l'homosexualité, etc. Et sur le féminisme et l'écologie, tu as les jeunes qui bougent sur ces questions-là. Et du coup, ça peut faire changer les choses. Mais d'un autre côté, sur les questions sociales, t'as pas la même mobilisation. Je sais pas comment les mobilisations sur les questions de racisme, etc., comment elles peuvent influencer sur les questions sociales, en fait. Comment on peut créer du lien entre les deux, parce que, à mon avis, juste après le Covid, partout dans le monde, les questions genre liées au racisme, elles ont explosé et que les gens ils se sont mobilisés. C'est aussi parce que les Noirs aux États-Unis, c'était les premiers à avoir subi de plein fouet le Covid. En France, pareil, les quartiers populaires, ils ont beaucoup subi ça. Donc, je pense qu'il y avait une colère sociale qui s'est ajoutée à une autre colère, et du coup, voilà, ça peut peut-être bah, permettre que à l'avenir, justement, les jeunes ils se mobilisent plus sur les questions sociales. Mais d'un côté, c'est pas forcément dit, en fait. Du coup, c'est peut-être là, je trouve qu'on a notre rôle à jouer, nous, à mettre du lien entre les questions sociales et les questions, parce que même les questions de racisme, etc., c'est des questions sociales, mais on les appelle pas trop comme ça. Mais du coup, comment nous, on peut créer du lien en fait entre ceux qui se lèvent pour le féminisme, parce il y en a plein, ceux qui se lèvent pour l'écologie, il y en a plein, ceux qui se lèvent pour l'antiracisme, il y en a plein. Ce que je me pose, c'est comment on relie les questions sociales et ces questions-là. Et c'est là qui est notre rôle en fait, c'est faire converger tout ça. Quoi de mieux qu'une organisation communiste pour faire converger toutes ces luttes? Les revendications à porter. Sur la question des violences policières, etc. Je pense à un récépissé qui prouve que les gens ont été contrôlés. Ça peut permettre de lutter contre le racisme. C'est vraiment un truc... ouais, si il y a de la discrimination sociale, il y a... L'idée, c'est voilà, c'est l'idée de Parcoursup, c'est vraiment d'empêcher une certaine catégorie de la population d'accéder aux études supérieures, parce que le capital n'a plus besoin d'avoir autant de gens formés qu'avant. Enfin, voilà, maintenant, le capitalisme, il a besoin de former, pour moi, c'est ma conception, il a besoin de former une élite. Il n'a plus besoin, en fait, que toute la société aille à la fac. Du coup, en fait, il forme une élite qui passe à la fac pour répondre à ses besoins dans les entreprises, etc. Et ensuite, il veut avoir une main-d'œuvre peu qualifiée, et comme ça, elle est à sa disposition. Ça correspond un peu à l'ubérisation de la société, du salariat, etc. C'est vraiment une nouvelle conception de, de ce qu'est les études. Genre, en gros, les études, ça doit être pour eux
pour le capitalisme, doit être au service de la course au profit, alors qu'en fait, pour nous, on a une conception émancipatrice des études. Sous le capitalisme, on va dire, tu as eu quand même une démocratisation des études supérieures, etc. De plus en plus de monde entrer dans les études supérieures. Et du coup, là, tu vois qu'il y a un recul parce que, voilà, pareil, le salariat, il a évolué, enfin, le monde du travail a évolué. Du coup, je pense que le capitalisme, il a besoin de remettre en question aussi les études, la conception qu'on a des études aujourd'hui pour que ça corresponde plus à sa volonté et à ses besoins. Mais du coup, pour revenir à l'exemple de la Seine-Saint-Denis et de Paris, à Paris, tu avais plus de 80% des gens, la première année de Parcoursup, qui avaient eu des vœux, qui avaient eu leurs vœux. Et nous, c'était autour de 50, 60, je sais plus. Enfin, les chiffres étaient flagrants, quoi. Pour dire, parce que la Seine-Saint-Denis et Paris, c'est collé. Des fois, tu fais une rue, tu arrives à Paris, mais c'est vraiment, c'était... Waouh! Parce que tu vois tout de suite le niveau de vie, il est différent entre si tu viens de Paris et si tu viens de Seine-Saint-Denis, quoi. Enfin, voilà, il faut qu'on continue et ça rentre aussi dans le truc de la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers. Parce que Parcoursup, c'est pas un petit truc isolé. C'est tout un projet. Faut pas qu'on le voit. En fait, c'est ça. Je pense que des fois aussi, on a tendance à réagir aux différentes réformes et tout, une à une, mais c'est tout un projet, en fait. Tu vois, tu as aussi un lien entre la réforme des retraites et Parcoursup. C'est une nouvelle société qu'ils veulent créer, en fait. C'est une nouvelle société où on serait tous pauvres. Enfin, c'est creuser les inégalités entre les riches et les pauvres. C'est même là, la classe moyenne qui était plutôt épargnée, là, elle subit la crise de plein fouet, en fait. L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, elle rentre dans ça. Et en plus, il faut faire attention, parce que l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers, elle est rentrée en vigueur presque en même temps que la réforme des licences, qui pour le coup, dans plusieurs facs, c'est devenu plus difficile pour les étudiants de valider leurs années. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui étaient censés faciliter l'obtention d'une licence, c'est-à-dire la compensation entre semestres et aussi le fait de pouvoir passer toutes les matières au rattrapage. Tout ça a été remis en question. Donc tu vois que là, il y a une volonté de rendre plus difficile l'accès à un diplôme, à un bac plus 3, enfin à des diplômes post-baccalauréat. Et d'un autre côté, parce que la réforme qui augmente les frais d'inscription des étrangers, elle prépare aussi une autre réforme, celle de la hausse des frais d'inscription, y compris pour les étudiants français. Et ça, on va vraiment prendre cher. Moi, voilà, enfin, je m'inquiète beaucoup de l'avenir, en tout cas voilà, parce que nous, on va y passer aussi. C'est vraiment là, les étudiants étrangers, c'était limite un crash test. Hein. Je sais qu'il y avait des articles qui étaient sortis dessus, etc., qui disaient qu'il y avait une autre réforme qui se préparait derrière. Voilà, il y a vraiment une volonté de réformer toute la société, que ce soit les études qui gardaient quand même une partie, parce qu'on ne va pas se mentir, il y avait quand même eu du progrès qui était fait sur les études. C'était aussi devenu un lieu où on pouvait s'émanciper intellectuellement, etc. Après, c'est vrai que tu avais des limites, bien évidemment, dans les cours, etc. Mais tu avais quand même un aspect, notamment au niveau des sciences sociales, de l'art, etc., un aspect très intéressant pour les étudiants. Là, tous ces trucs, sur quelques années, ça va partir à la poubelle. Ils vont supprimer. Il y a même des endroits où ils suppriment, ils pensent déjà à supprimer des matières comme les gender studies, etc. Parce que ils savent que enfin, voilà, parce que pour le capitalisme, ces matières-là, elles ne servent pas à grand-chose, en fait, parce que c'est pas ça qui va faire que tu vas être un bon cadre qui va permettre au capitalisme de se développer ou de permettre à ton entreprise de se développer. Donc, tu as vraiment un recul en arrière sur les études où, genre, tout coûte, enfin, où du coup, l'accès est rendu plus difficile. Et du coup, pour eux, maintenant, les facs, elles doivent devenir un truc, voilà, que pour satisfaire les besoins du capitalisme. Sur les retraites, alors que la retraite, ça permettait quand même aux vieux de s'émanciper, etc., à ceux qui avaient travaillé, c'était pas un cadeau, hein, c'était des gens qui avaient travaillé, cotisé, etc., de s'émanciper après, même si c'était beaucoup de retraités se retrouvaient dans des situations de précarité après avoir travaillé toute leur vie.
mais ça permettait quand même de se reposer tranquillement, etc. Et ben là, non, bam, la retraite, maintenant, ça va devenir un minimum vieillesse pour tout le monde, en fait. Et du coup, bah, voilà, on voit. Et puis maintenant, le travail, ça va aussi devenir un truc où tu vas pas travailler dans le domaine qui t'intéresse, mais tu vas travailler pour répondre aux intérêts du capitalisme. C'est très important effectivement qu'aujourd'hui on puisse travailler sur les questions d'égalité à la fac, dans le milieu étudiant. Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes au Sénat. Puisque nous avons pris connaissance du nouveau gouvernement et que je suis particulièrement inquiète concernant les droits des femmes, puisque on sent bien que là, il y a un recul par rapport à la grande cause nationale. Déjà, il n'y avait pas des actes suffisants, concrets, notamment en termes de moyens financiers et humains. Mais là, on voit bien que les différents ministres qui sont nommés ne sont pas un atout pour les féministes que nous sommes. Donc c'est important qu'on puisse en parler. Et c'est important parce que j'ai été de nombreuses fois invitée effectivement dans le cadre de la semaine du féminisme de l'UEC, qu'on puisse continuer à échanger et à porter ce combat. Ce sont des initiatives politiques que je considère comme très importantes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de la société, nous n'avons pas atteint l'égalité entre les femmes et les hommes et que ça se retrouve à tous les niveaux de la naissance jusqu'à la fin de la vie et que bien sûr, ça se retrouve au niveau les jeunes femmes qui sont étudiantes, eh bien, cumulent les inégalités. Donc, il y a besoin à la fois de faire un état des lieux et à la fois, évidemment, de les dénoncer. Donc, moi, je plaide pour une éducation à l'égalité de la crèche à l'université et pour qu'il y ait effectivement une parité réelle dans toutes les formations, qu'il y ait un travail réel contre les stéréotypes de genre et qu'on puisse donner des moyens financiers et des moyens humains pour qu'il y ait des études qui soient menées concernant effectivement à la fois ces inégalités, mais également sur les recherches concernant le genre pour qu'on puisse ensemble avancer. Et puis, il y a évidemment le domaine des études, mais il y a aussi tout le travail qu'il est nécessaire de faire en termes d'encadrement, donc des professeurs, des postes à responsabilité, pour là encore avoir une réelle politique de parité qui permette aux femmes d'avoir des responsabilités au sein des différentes facultés. Et puis, un autre élément qui me semble très important, on commence à en parler depuis MeToo dans l'ensemble de la société, ce sont les violences sexuelles, sexistes. Elles existent aussi au niveau des facultés et là encore, il y a beaucoup de progrès à faire parce que malgré les engagements et notamment de la ministre Vidal, eh bien, il y a peu d'actes qui ont été réellement mis en œuvre et on ne possède toujours pas en quelque sorte de bilan. Parce que moi, ce que je trouve très important, c'est vrai pour le sujet qui nous incombe aujourd'hui, mais pour l'ensemble des sujets, c'est-à-dire que le gouvernement actuel et celui donc qui va être mis en place lance un certain nombre de réformes, mais on ne prend jamais le temps d'avoir le bilan de ces réformes qui ont été mises en place et éventuellement des possibilités de pouvoir corriger les éléments qui ne vont pas aller dans le sens de l'égalité, du respect des droits. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important, évidemment, si on veut vivre dans une société d'émancipation humaine. Et on voit bien un décalage entre les luttes qui aujourd'hui sont importantes, qui se retrouvent en France, en Europe et dans tous les pays du monde, où les femmes réclament d'avoir une juste place, et puis les réalités que nous pouvons vivre dans les différents pays du monde, où on sent encore que la place des femmes n'est pas à égalité, que ce soit au niveau des études, puisqu'on voit aussi que les jeunes filles sont plus diplômées que les jeunes garçons, et pourtant
au bout du bout, eh bien, elles vont trouver moins facilement du travail et surtout, elles vont avoir des rémunérations, surtout, je ne sais pas si c'est surtout, mais en tout cas dans le même temps, elles vont avoir des rémunérations qui vont être moindres. Donc on voit bien là qu'on n'est pas du tout au bout des efforts que l'on doit déployer. Et les actes doivent être vraiment imparables et le gouvernement là-dessus doit être irréprochable. Or, je le redis, les nominations qui ont été produites aujourd'hui, et je pense notamment aussi à celui qui est promu ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, sont malheureusement pas des modèles concernant les droits des femmes. Donc, quand on sait que les femmes qui sont victimes de violences, et donc aussi les jeunes filles qui sont victimes de violences, ont comme nécessité impérieuse d'aller auprès de la police et puis d'avoir affaire évidemment à la justice, on voit que les deux ministres, l'un est poursuivi pour viol, alors présomption d'innocence certes, mais enfin il devient quand même le premier flic de France, et l'autre qui est un avocat renommé, et je ne remets absolument pas en cause ses qualités d'avocat, mais il va représenter normalement la justice, et là les propos qu'il a tenus et les dossiers qu'il a défendus ne le présentent pas du tout comme un féministe, loin s'en faut, parce que les petites phrases qu'il a pu sortir sur les femmes victimes de violences étaient particulièrement injurieuses et ne méritent vraiment pas qu'il ait aujourd'hui la place qu'il a au gouvernement. La bataille parlementaire. Je pense que c'est important que dans le monde des universités, effectivement, ce débat ait lieu. J'ai été invitée dans beaucoup de facultés dans le cadre donc, de la semaine du féminisme de l'UEC et qu'à chaque fois, j'ai rencontré des étudiantes et des étudiants qui n'étaient pas obligatoirement membres de l'UEC, mais il y avait une vraie soif de démonter les mécanismes, les stéréotypes, et il y avait une vraie envie d'y travailler et d'y réfléchir. C'est pour ça que je pense que c'est très très important de déconstruire tous ces stéréotypes et qu'il y ait un cadre qui permette à la faculté, dans les facultés justement, eh bien, de pouvoir continuer à avancer, et notamment au niveau de la recherche. Et je pense que c'est en lien aussi avec, en tout cas, le mandat électif que j'ai, parce que en tant que sénatrice, donc en tant que parlementaire, je suis particulièrement attachée évidemment à essayer de porter, de mettre en œuvre des lois qui vont aider les femmes à pouvoir vivre, enfin avoir des droits égaux dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des entreprises, avec l'égalité des salaires, de la promotion, etc., mais que ce soit également aussi dans le domaine de la politique ou dans le domaine de l'enseignement, dans tous les domaines, qu'il y ait une pleine égalité. Et aujourd'hui, on voit bien que dans toutes les professions, et notamment d'ailleurs celles qui ont été les premiers et les premières de corvée, c'est une majorité de femmes, et on voit bien que leurs salaires, malheureusement, sont extrêmement petits, si je puis dire, et que ça ne prend pas du tout en compte la réalité de leur travail. Je pense notamment à tous les métiers du care, où on ne reconnaît pas aux femmes leurs compétences, puisqu'on considère que les femmes sont naturellement patientes, naturellement disposées à s'occuper d'une autre personne, que ce soit un enfant ou une personne âgée. Donc, puisque ce sont des qualités naturelles, on n'a pas besoin de formation spécifique, et donc il n'y a pas besoin d'avoir un salaire qui va effectivement prendre en compte donc ces compétences. Donc ça remonte, tout ça c'est vraiment une construction de la société qui repose sur un système patriarcal, et c'est en se battant contre ce système patriarcal qui marche main dans la main avec le capitalisme qu'on va arriver à faire reculer ces inégalités, mais avec quand même un grand espoir, c'est qu'il y a
enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus globale, et que les combats que nous menons en France se retrouvent dans tous les pays européens et dans tous les pays du monde, et que finalement, on est toutes des sœurs de combat pour faire progresser les droits des femmes, et qu'heureusement, parmi les féministes, et c'est ça aussi le but de notre engagement pour arriver à gagner cette égalité. Être féministe, c'est pas parce qu'on est femme, être féministe, c'est parce que on pense qu'il faut une société de pleine égalité, de plein droit, etc., entre les femmes et les hommes. Et heureusement, il y a des hommes aussi qui sont féministes, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à modifier ces rapports de force, en fait, dans la société où c'est l'homme qui domine. L'université et la recherche s'arrêtent. Le progrès, historiquement, en fait, ça vient alors d'un mot latin qui désigne le fait d'aller de l'avant. Jean-Noël Acquois, physicien, maître de conférences et conseiller de Paris. C'était un mouvement militaire en fait qui consiste à aller de l'avant. Donc c'est de façon on va dire neutre et de façon sans prendre parti. En fait, le progrès c'est une avancée des connaissances, une avancée quelle qu'elle soit. La question c'est est-ce que ce progrès qui peut être donc caractérisé de façon quantitative, il se traduit de façon par un progrès humain, il se traduit par un progrès pour la société. Et ça c'est une question sociétale en fait. Donc on peut tout à fait avoir un progrès sur une connaissance qui avance et qui, je dis quelque chose qui par exemple pourrait être soumis à débat, c'est sur l'arme nucléaire. Indéniablement, il y a eu un avant et un après. Quoi qu'on en pense, hein, je rentre pas sur le débat historique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu un progrès en termes d'avancée des connaissances. On a compris que l'uranium, au bout d'un moment, quand il atteignait une masse critique, il y avait une réaction en chaîne, etc., qui s'enchaînait, etc. Ok. Pour autant, et qu'on arrivait à la contrôler pour en faire une bombe. Donc ça, c'est un progrès technique. Pour autant, est-ce que c'est un progrès pour l'humanité? Là, on peut en débattre. Et là, ce qui est important pour moi, c'est que les scientifiques ont un rôle très important. Évidemment, là, évidemment, je suis scientifique, donc je parle du progrès scientifique. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que le scientifique, il a un rôle central dans le fait d'avancer des connaissances. Évidemment, c'est lui qui va ou pas découvrir un vaccin, par exemple, pour le Covid, etc. Après, ce qui est important, c'est de bien savoir que sur la deuxième partie, est-ce que c'est un progrès pour la société? Ça doit être une délibération collective, en fait. Et l'utilisation du progrès, c'est là où il y a de la politique, en fait. Donc, c'est très important de savoir faire le distinguo entre les deux. Parce que on peut avoir des gens qui ont un agenda politique et qui vont tordre le progrès, et inversement, qui vont tordre le progrès pour servir leur visée politique. Et puis inversement, on peut aussi avoir des scientifiques en fait qui ont une visée politique aussi, qui ne s'avouent pas en fait et qui avancent leur progrès scientifique en disant voilà, le progrès est là, maintenant c'est apprendre, et puis si vous le prenez pas, vous êtes quelque part contre le progrès, c'est apprendre ou à laisser en fait. Les deux options, à la fois l'instrumentalisation du progrès par des libéraux qui veulent nous pousser dans la surconsommation est à rejeter, mais aussi il faut faire attention aussi au versant des scientifiques qui parfois peuvent ne pas bien faire le distinguo entre ces deux aspects-là, en fait. Donc voilà, donc pour moi, le progrès, c'est quelque chose d'essentiel, ça c'est clair. Je suis communiste, pour moi, j'ai presque envie de dire une des définitions du communisme, c'est viser l'émancipation humaine. Hein, et ce qui est sûr, c'est que le progrès est une condition nécessaire de l'émancipation, pas forcément suffisante, encore une fois, mais c'est une condition nécessaire. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une condition nécessaire de l'émancipation, et en même temps, il faut savoir lui mettre des conditions, encore une fois. La bombe nucléaire, c'est du progrès, et pour autant, moi je pense qu'il faut pouvoir la rejeter. Donc il faut pouvoir avoir une délibération collective sérieuse. Et alors ça c'est un enjeu. Le mot sérieux, excuse-moi, parce que là je fais un peu c'est mon côté prof, ça peut paraître un peu dur comme adjectif, mais parfois on a l'impression qu'il y a un certain nombre de rejets du progrès qui sont épidermiques et qui ne sont pas basés sur un débat éclairé. Or, encore une fois, c'est pas aux scientifiques à décider
de l'utilisation de quoi que ce soit, d'un outil. En revanche, donc c'est pas aux experts, moi je fuis la politique des experts, je pense que c'est clairement pas, en tout cas dans le logiciel des communistes. En revanche, il faut que la décision soit éclairée et on ne peut pas avoir des débats sur le progrès s'il n'y a pas une discussion éclairée où les gens regardent, savent de quoi on parle, savent de quels ordres de grandeur on parle, savent quelles sont les possibilités offertes aujourd'hui en termes techniques. Et donc ça suppose, pour que le progrès soit bien digéré, qu'il y ait une éducation scientifique, une éducation à la science qui soit poussée. Et quand je vois que dans les nouveaux programmes, quand je vois comment est maltraité les sciences, comment sont maltraitées les sciences, peut-être un peu moins les maths par rapport aux autres, mais elles sont quand même maltraitées. Mais quand je vois comment elles sont maltraitées et comment sont maltraités les études scientifiques et les emplois scientifiques après, c'est clair, c'est que je pense que pour les libéraux, il n'y a pas une volonté de faire partager la culture scientifique. Et je pense que c'est catastrophique parce que précisément, ça laisse les populations, ça pousse les populations soit du côté du rejet du progrès, avec des choses simples, des rejets des vaccins, par exemple, de façon simpliste. Il y a d'autres sujets que je n'aborde pas maintenant, on pourra y revenir, mais qui sont aussi un peu plus délicats. Mais soit on les pousse de ce côté-là, soit on les pousse du côté, on prend tout le progrès, c'est la société de consommation, tout est bon à prendre. Et ça, moi, je pense que la question du partage, de la connaissance, même pour des gens qui sont pas scientifiques, en fait, mais juste avoir de la culture générale en sciences, est aujourd'hui fondamentale, surtout vu les enjeux complexes que le progrès pose à nos sociétés. La question du croisement des différentes disciplines est absolument essentielle en fait, et à la fois la biologie, l'épidémiologie, mais aussi effectivement les sciences humaines, sur savoir comment accepter le risque aujourd'hui, parce que dire qu'il y a un risque c'est important, mais il faut le dénoncer, mais quelle acceptation on a du risque, ça c'est des travaux qui sont des sciences humaines, et c'est clair qu'il y a un besoin d'arriver à faire ce croisement entre ces différentes disciplines. Alors après, le progrès scientifique comme outil démocratique. Sur la question du progrès, je pense qu'elle touche à plein d'aspects. Je pense qu'elle touche à la question démocratique. Ça, moi, j'y suis très sensible, parce que je suis aussi donc élu depuis 6 ans, et là, je suis reparti pour un tour au Conseil de Paris, et je vois bien que il y a tout un tas de sujets où la technique est importante et où même des élus, donc on pourrait penser qu'ils doivent se renseigner un peu plus quand même, même des élus souvent n'ont pas la connaissance des enjeux, ou même d'ordre de grandeur, ou même de lois de la nature basique. Je vais pas aller sur la théorie des cordes aujourd'hui dans des espaces multiples, mais vraiment même des choses basiques de la thermodynamique du 19e siècle ne sont pas acquises, et enfin ne sont pas connues, et quand on a des grands dossiers à prendre, en fait, qui font intervenir, je pense par exemple sur le déploiement ou pas de la 5G, quand je pense au développement des énergies renouvelables, etc., il y a tout un tas de sujets à aborder qui supposent un minimum de connaissances. Et si on ne diffuse pas la connaissance, si la population, évidemment, là je parlais des élus, mais alors si la population ne les a pas, c'est évidemment encore pire. S'il n'y a pas cette connaissance, forcément, on pousse les gens à faire confiance et à déléguer leur pouvoir. Et donc la question du partage de la connaissance et donc de la connaissance du progrès et de son état actuel est une question démocratique. Ne pas la partager, c'est forcément pousser les gens dans la délégation de pouvoir auprès des experts ou dans le rejet en bloc. Mais les deux sont inintéressants. Le rejet en bloc en général ne tient pas, il tient pour certains pour faire des effets de manche dans des réunions ou autres, mais dans les faits ça sert pas, enfin ça va pas bien loin. Où on prend directement ce que les experts nous disent, mais on n'est pas en capacité de juger. Donc la question, c'est pour moi la question du progrès, c'est une question d'émancipation, enfin, pas ça, mais aussi la question démocratique. Ça, je trouve que c'est un point qui n'est pas assez souligné. Et donc, c'est vrai qu'encore une fois, je reviens sur la question de l'ambition éducative. Quand on voit une ambition éducative à la baisse,
au-delà de tout ce que ça peut avoir, parce qu'on aime la connaissance, on aime la diffuser, on aime que voilà, on aime forcément que les nouvelles générations aient accès à un maximum de connaissances, mais au-delà de ça, par derrière, se cache un vrai enjeu démocratique qui, moi, me semble important. Il y a plein de choses en fait qui se cachent derrière cette notion de progrès. Il y a évidemment la question de l'ambition industrielle, parce que si on veut, et alors là on arrête, là on a l'impression qu'avec la crise du Covid, qu'il y a un certain nombre de politiques qui découvrent que on a désindustrialisé la France. Bon, vaut mieux tard que jamais, on pourrait dire, mais bon, c'est quand même un peu énervant parce que les signaux, ça fait plus de 20 ans qu'on les tire, que rien n'est fait, qu'il y a même une volonté de désindustrialiser de la part du patronat. Donc la question de l'ambition industrielle et donc de l'emploi et de l'emploi local, elle est liée au développement du progrès en fait, puisque évidemment on est et c'est ça, il y a une émulation au niveau international et forcément si nous n'avons pas accès à un certain nombre de technologies, si nous ne les développons pas, il faut pas s'étonner que un certain nombre de technologies soient développées ailleurs en fait. On a été en pointe dans l'industrie de la microélectronique, on a encore une entreprise comme ST Microelectronics qui est cotée au CAC 40, mais on a été en pointe et on a massivement lâché ça en fait. On a été en pointe sur les trains et on a massivement lâché ça. On a été en pointe sur l'industrie nucléaire, on a massivement lâché. Enfin, il y a tout un tas d'industries, beaucoup que nous avons lâché en fait. Et donc, mais ça, on les a lâchés, mais tout ça, ça va dans un même tenant avec un manque d'ambition en fait, un manque d'ambition sur le développement scientifique de notre pays en fait. Donc la question de l'ambition de l'ambition scientifique, de l'ambition du développement de la recherche et du développement de l'enseignement supérieur à un niveau et de l'enseignement tout court d'ailleurs, elle impacte aussi par derrière notre ambition en termes industriels et en termes d'emploi, parce qu'il n'y a pas que les emplois industriels, il y a tout un tas, si je pense à l'informatique, c'est pas forcément d'industriel, mais c'est quand même un développement important aujourd'hui. Je sais que si je parle à l'IEC, ça va vous faire sourire. Vous avez même pas dû connaître ça. Quand j'étais jeune, au siècle passé, nous avions en France le développement du Minitel. Ça vous fait, j'imagine, sourire si on en parle. Mais à l'époque, c'était une avancée. Il y avait que la France pour développer quelque chose d'aussi révolutionnaire à l'échelle de la France. C'est-à-dire que les États-Unis, évidemment, développaient aussi les ordinateurs en parallèle, mais qui étaient très peu développés. Le Minitel, c'était quand même dans beaucoup de foyers, en fait, accessible pour une somme modique. Donc, c'était un ancêtre très archaïque, c'est un dinosaure pour vous, et vous, ça, j'imagine que pour les étudiants d'aujourd'hui, ça fait sourire. Mais à l'époque, c'était il y avait une vraie volonté de faire partager le progrès. Bon, tout ça, ça a été balayé avec une vision, en fait, une financiarisation de l'économie qui nous amène là où on en est aujourd'hui à pas pouvoir produire des choses basiques. Construire un programme pour l'enseignement supérieur et la recherche. Bien évidemment avoir à la rentrée encore la lutte contre la LPPR. Alors, il ne s'agit pas que d'être contre, il s'agit d'être pour un modèle alternatif. Et moi, je pense que nous sommes malheureusement, et je suis allé manifester contre la LPPR régulièrement, je sais être contre, mais je pense que nous manquons collectivement de pour. Et je pense que c'est urgent d'arriver à définir un contre-modèle. Parce que sans contre-modèle, on peut mettre parfois des cailloux dans la chaussure, on peut mettre des cailloux pour empêcher la machine d'avancer, mais tôt ou tard, elle attend et elle passe. Donc, par exemple, sur la sélection à l'université, quand j'étais étudiant, déjà, les think tanks libéraux en parlaient, ils ont attendu presque 30 ans, et au bout d'un moment, bon, ben voilà, c'est passé. Malheureusement, on a lutté, mais c'est passé. Sur l'augmentation des frais d'inscription, alors certes, ce n'est que, entre guillemets, pour l'instant, pour les étrangers extra-communautaires, mais n'empêche, c'était un tabou absolu quand j'étais étudiant au siècle dernier. Voilà, ils ont attendu, ils sont passés, ils leur roulent au compresseur et au bout d'un moment, quand il y a une faille, ça passe. Donc évidemment, il faut être contre cette LPPR. Je peux décrire évidemment à la hache 2-3 raisons. Évidemment, c'est l'austérité qui perdure dans l'enseignement supérieur et la recherche, et c'est la précarité
qui s'accroît en fait, hein, la précarité, notamment des embauches, l'absence de moyens pour les licences, etc. Enfin bon, on est sur une vision austéritaire classique en fait, avec cette LPPR, avec un manque de moyens flagrant en fait. Mais moi, ce que je pense, en tout cas dans les batailles à mener, ce dont je rêve, évidemment, c'est que nous puissions nous projeter sur ce que l'on veut et que nous puissions être force avec pareil notre rouleau compresseur, et si on n'avance pas cette fois-ci, on avance quand on peut en fait. Et je pense que c'est cette prospective nous manque collectivement en fait, massivement. Alors évidemment, nous au niveau de la force communiste, on est relativement clair sur ce qu'on veut, mais ce qui manque, c'est un rapport de force suffisant pour que la communauté, qui est quand même relativement opposée à toutes les réformes qui sont passées, mais que cette communauté se mette d'accord sur des grands principes, sur la gratuité des études, sur des moyens conséquents et une université qui accueille massivement l'ensemble des enfants de toutes les classes sociales, parce que c'est ça l'enjeu autour de Parcoursup et autres, hein, c'est la sélection qui est en fait une sélection sociale, voilà, et la liberté de recherche. Donc moi je pense que ce dont je rêve en tout cas, c'est que collectivement, la communauté du supérieur arrive à avoir un projet fait de quelques principes, des principes intangibles, encore une fois, des principes forts qui guident notre action et sur lesquels on revienne en permanence et sur lesquels nos batailles reviennent en permanence en fait. Donc j'ai listé la gratuité, un service public de l'enseignement supérieur visant à la gratuité. Moi je pense qu'il faut poser en ces termes la gratuité du supérieur en fait. Ça c'est du côté étudiant et ça suppose évidemment des moyens, ça suppose de construire des nouvelles facs, ça suppose d'avoir des formations qui accueillent l'ensemble des classes sociales en fait. J'insiste sur le côté classe sociale parce que pour moi c'est vraiment l'effet de Parcoursup, c'est d'avoir été un truc de je sais plus comment on dit, une gare de triage et qui vise à éventuellement pour certaines catégories sociales plus ou moins les orienter et en fait massivement pour les bacs pro et les bacs techniques les exclure du supérieur. Gratuité de l'enseignement supérieur et liberté de recherche de la recherche publique, parce que à quoi on assiste aujourd'hui, alors là aussi ça date. Encore une fois, les libéraux ont un agenda politique constant. Ce qu'ils souhaitent, c'est arriver à impacter un maximum les projets de recherche en fait, et donc arriver à piloter les projets de recherche. Et donc l'austérité qu'ils imposent, en fait, c'est une austérité de façade parce qu'ils vont diminuer les budgets des laboratoires, les budgets récurrents, mais pour mieux augmenter les budgets fléchés. Donc de fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils orientent les sujets de recherche des chercheurs en fait. L'importance d'une recherche publique pour le progrès scientifique. C'est essentiel d'avoir une recherche publique, déjà pour analyser les conséquences. On le voit bien d'ailleurs, si tu regardes aux États-Unis, les facultés qui ont le plus mis en doute le réchauffement climatique étaient des facultés financées par Exxon. Oui, avoir son financement récurrent te garantit ta liberté. Et oui, la liberté de recherche a un coût, en fait. Et quand tu mets les lobbies industriels, un lobby industriel, alors, il peut être... il y a de tout temps eu des gens qui voulaient mettre leur nom sur des amphithéâtres, des trucs, ça existe, c'est anecdotique. L'industriel, quand il met l'argent, il veut bien un retour. Et indéniablement, la présence du privé a souvent un impact en fait sur la recherche. Donc garantir le service public, garantir des financements publics, c'est garantir que les chercheurs peuvent être libres. Attention, certains, tout en étant libres, peuvent quand même céder au lobby du privé, mais c'est une condition, mais même si c'est pas une condition suffisante, c'est clairement une condition nécessaire. On le voit là en ce moment, il y a le procès Servier. Oui, il y a eu des chercheurs du public qui ont participé de cette mascarade. Le public n'est pas suffisant. En revanche, c'est clairement nécessaire. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient arrosés par Servier, ben là, pour le coup, ils n'ont rien dit, ils ont fermé les yeux, quand bien même ils avaient les informations. Donc, ce qui est clair, c'est que ne pas avoir une recherche, faire semblant de mégoter
sur la recherche. Les libéraux, ils savent très bien ce qu'ils font quand ils mégotent sur l'argent pour la recherche. Ils savent très bien que ça nous pousse dans les bras du privé, et c'est-à-dire leurs copains, leur lobby. Donc ça, du côté des libéraux, c'est clair. En revanche, du côté de la population, il faut clairement le dire, mégoter 3 francs 6 sous pour la recherche, ça a au final un coût bien supérieur, parce que le réchauffement climatique et la cécité sur le réchauffement climatique nous coûte aujourd'hui bien plus cher que les 3 chercheurs et 4 laborantins que ça aurait coûté à l'époque de vraiment faire la recherche. Baisser les moyens du public comme les libéraux savent le faire, ça peut paraître pour certains une économie facile à faire, c'est catastrophique en termes de long terme. Et si on veut avoir une alternative, une connaissance des choses, une connaissance des enjeux, si on va avoir des alternatives à offrir, il faut passer par le service public. Et un service public, et j'y suis sensible, à qui on offre la liberté de recherche. Justice for Palestine. Le conflit, on l'appelle comme ça, israélo-palestinien, ou plus exactement l'occupation par Israël de toute une partie de la Cisjordanie et l'encerclement de Gaza est évidemment un problème qui perdure dans le temps. Nadège Magnon, avocate et membre de l'association France-Palestine Solidarité. Et qui est une question, même si on parle de niveau intense ou de niveau moins intense, mais il n'empêche que ce conflit, cette question est récurrente dans le débat international et donc est une question centrale, il me semble, pour notamment notre pays, mais pas simplement pour la communauté internationale. Donc ça, c'est un constat général. Aujourd'hui, il y a une actualité particulièrement élevée parce que Netanyahou s'est fait réélire sur l'idée qu'il allait annexer la Cisjordanie ou en tout cas une partie de la Cisjordanie et que donc le peu qui restait de terre aux Palestiniens, les Palestiniens risquent d'en être privés et tout ce qui était des accords ou des déclarations internationales, notamment le partage de 47 ou tout ça n'aurait plus de sens puisqu'il y aurait annexion et l'annexion conduisant inévitablement à l'apartheid, puisque en gros il resterait plus que des bantoustans. Je reprends exprès des termes qui viennent d'Afrique du Sud, mais parce que ça ressemble de plus en plus à ce qui existait, où il y aurait des villes palestiniennes qui seraient complètement encerclées et qui n'auraient quasiment plus d'autonomie. Donc tout ça, c'est extrêmement grave. Pour l'instant, Netanyahou l'avait annoncé pour le 1er juillet. Il n'a pas été en capacité de le faire pour le 1er juillet parce que il y a des réactions internationales qui l'en empêchent, mais tout ça reste à l'ordre du jour et il y a besoin de se mobiliser pour empêcher cette annexion et puis pour faire en sorte que les Palestiniens recouvrent leurs droits en entier sur leurs terres, voilà, et qu'ils aient leur contrôle de leur vie politique, que tout ça puisse se dérouler normalement. Donc je pense que l'une des premières actions qu'on doit faire monter, et ça c'est dans les facs et dans le pays, c'est de mettre la France devant ses responsabilités. Et la France, elle a déjà une première responsabilité, à mon avis, c'est de reconnaître l'État de Palestine. C'est la première chose politique à mener, ce qui ne veut pas dire, je sais qu'il existe des discussions entre Palestiniens sur un État, 2 États, ça c'est un débat palestiniens qui trancheront par leur modalité. Mais nous, par contre, notre responsabilité en tant que Français, c'est de dire au gouvernement français, vous avez reconnu l'État d'Israël. Vous reconnaissez à l'État d'Israël une existence politique entière. Vous ne pouvez pas nous dire que vous allez chercher à solutionner ce conflit et à essayer d'être agent de la paix si vous ne reconnaissez pas les mêmes droits aux Palestiniens. Et pour que les Palestiniens aient le même droit, qu'ils soient considérés à égalité avec les Israéliens dans les négociations pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits, ça suppose qu'on les reconnaisse comme entité, comme État. Donc voilà, c'est cet aspect-là qui me paraît
fondamentale, et je pense que alors moi je fais partie de l'association France-Palestine Solidarité, donc on continue à exiger la reconnaissance de l'État palestinien, mais je pense que c'est quelque chose qui doit monter fort dans le pays. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, et en plus parce que je pense que pour y compris les étudiants, pour les gens qui vivent en France, c'est quelque chose qui est assez compréhensible que de dire les Palestiniens ont droit à l'autodétermination, et donc l'autodétermination, ça veut dire déjà de leur reconnaître une existence légale. La deuxième chose qui, à mon avis, dans le débat peut être compréhensible, c'est que Israël ne respecte pas le droit international. Israël s'assoit sur toutes les décisions internationales, voilà. Et donc, on ne peut, il faut arrêter l'impunité d'Israël qui ne respecte pas ses obligations. Et donc, Israël doit être sanctionné, doit être mis, j'allais dire banni de la communauté des nations, mais en tout cas doit être sanctionné tant que il ne respecte pas le droit international, parce que c'est par les sanctions, c'est qu'on obligera Israël à respecter ses obligations. Et donc se développe depuis plusieurs années déjà un mouvement qui s'appelle BDS, boycott des investissements sanctions, qui est un mouvement international pour dire on boycotte les produits de la colonisation, on boycotte les produits qui servent à Israël pour coloniser les Palestiniens, on exige. Donc ça, c'est le boycott, et ça, je pense que c'est de la possibilité de tout à chacun que de dire tant qu'Israël ne respecte pas ses obligations, je n'achète pas des produits israéliens qui potentiellement peuvent venir des colonies ou qui peuvent servir à la colonisation. D'autre part, c'est le désinvestissement, et le désinvestissement, ça s'adresse aux sociétés françaises, aux entreprises françaises qui commercent avec Israël pour aider Israël à coloniser. On a eu l'exemple d'Orange qui carrément avait des implantations, oui, il y avait des commerces dans les colonies israéliennes, et grâce quand même à un mouvement international, Orange par exemple s'est désinvesti et n'intervient plus dans les colonies. Bon, on peut prendre d'autres entreprises comme ça, donc c'est quand même assez efficace, et puis c'est politiquement très fort, parce que pour Israël, c'est vraiment une sanction qui vit à chaque fois très mal, et qui je pense, sont des pas en avant. Et puis, les sanctions vis-à-vis d'Israël, c'est par exemple l'accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël, qui permet à Israël, un certain nombre de négociations, d'accords avec l'Europe. L'Europe devrait suspendre cet accord tant que Israël ne respecte pas ses obligations en matière internationale, et ce d'autant plus que dans cet accord il y a une clause de respect des droits de l'homme. Or manifestement Israël ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà. La dernière, il y a plein d'actions possibles, mais je vais pas toutes les citer, mais j'en avais une troisième action qui me paraît importante, c'est les missions sur place, c'est d'aller sur place. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît important. Puis je pense que quand on est jeune, en plus, c'est d'autant plus intéressant que de voyager et que d'aller sur place. Mais moi, j'ai été déjà à de nombreuses reprises, et à chaque fois, d'abord, c'est un plaisir d'y aller, c'est un plaisir que de discuter avec les Palestiniens, que de sympathiser avec les Palestiniens. Donc, on vit un voyage très très riche, et puis en même temps, on se rend compte réellement de ce que c'est que l'occupation, de ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Et donc, je pense que c'est important d'y aller, parce que d'abord, quand on y est, Israël peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Et puis c'est important aussi de raconter après ce qu'on a vu et d'expliquer aux gens ce que c'est que la colonisation israélienne, et à quel point elle est inhumaine, elle est extrêmement difficile pour les Palestiniens. Donc voilà, il y a chaque année, alors évidemment là
dans la période actuelle, les missions sont suspendues pour cause d'épidémie, mais en dehors de l'épidémie, il y a des missions qui sont très très souvent organisées. Je sais que la JC, l'UEC, on a déjà organisé, j'imagine, vont encore en organiser. Il y a d'autres missions qui sont organisées, notamment par la FPS, et on fait aussi des missions pour les jeunes par la FPS. On essaye de programmer, y compris des rencontres avec des jeunes palestiniens. Et tout ça me paraît extrêmement important, y compris pour le moral des Palestiniens, pour leur dire vous n'êtes pas seuls, on est là et on s'investit pour vous. Étudier en Palestine. Dans les prisonniers palestiniens, bon, d'abord, il faut savoir que la quantité de prisonniers palestiniens est absolument énorme. Tout Palestinien, soit a connu, va connaître ou connaît la prison, soit parce qu'il est lui-même arrêté, soit parce qu'il y a de toute façon un membre de sa famille qui est arrêté. Et c'est vrai que pour ce qui concerne les étudiants, on voit qu'actuellement les Israéliens ciblent particulièrement des jeunes militants. Quand je dis militants, c'est des militants étudiants dans leur fac ciblent des étudiants parce que l'objectif, c'est d'abord de casser tout mouvement, toute organisation quand même. Ils ciblent beaucoup ça. C'est d'essayer de décourager les jeunes qui souhaitent s'investir. Donc voilà, en les arrêtant et parce que ça sert d'exemple aussi à tous les autres qui pourraient vouloir s'investir. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont actuellement arrêtés et qui sont souvent sous le régime d'ailleurs de la détention administrative, c'est-à-dire dans l'attente d'un hypothétique jugement qui des fois ne vient jamais et où cette détention administrative elle est de 6 mois renouvelable indéfiniment et où des jeunes se retrouvent comme ça, enfin il n'y a pas que des jeunes là, mais notamment des jeunes se retrouvent emprisonnés pendant des mois voire des années sans qu'aucun procès n'intervienne, sans qu'ils sachent pourquoi ils sont arrêtés puisque eux n'ont pas le droit de savoir, leurs avocats n'ont pas le droit de savoir et qu'il n'y a jamais de procès. Donc effectivement, ça peut être aussi nous à la FPS, on a développé un parrainage avec les prisonniers palestiniens. Donc il y a des systèmes où on écrit aux prisonniers palestiniens des lettres qui des fois arrivent. Et on sait que quand elles arrivent, ça fait beaucoup de bien aussi. Mais même si elles n'arrivent pas, c'est aussi une pression sur les Israéliens pour dire on sait qu'il y a des gens dans les prisons et on les oublie pas, on milite pour eux. Et donc, effectivement, si vous vous engagez comme ça dans le parrainage d'étudiants palestiniens, je pense que c'est aussi une bonne chose pour les conforter dans les choix qu'ils font et les soutenir dans cette époque très 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 difficile.